La chute, elle sera la combinaison de l'aboutissement des nombreuses fractures françaises, les fractures économiques, territoriales, mais aussi ethniques, religieuses, avec cette perte de prise sur le réel que les élites parisiennes ont aujourd'hui. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle de bien vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous savez que les conditions en ce moment sur YouTube, mais aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux sont particulièrement difficiles, en particulier quand on traite de sujets qui sont peu traités dans les médias mainstream ou quand on les aborde avec un biais différents. Donc c'est très important de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important aussi de vous procurer le dernier numéro du magazine Omerta, antimondialiste, les patriotes à la reconquête de l'Europe. Ce magazine, il est le fruit de 4 mois d'enquête, d'investigation et de reportage aux 4 coins de l'Europe, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne, en Italie, aussi en Angleterre, pour comprendre comment, un peu partout sur le continent, eh bien, les peuples se dressent contre l'idéologie mondialistes et parfois prennent le pouvoir ou sont, je dirais, aux portes du pouvoir. Cette lame de fond, elle est à découvrir, elle est analysée dans notre dernier magazine qui est disponible dans plus de 5000 kiosques et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Aujourd'hui, on va aborder des questions de politique intérieure, de politique nationale, des questions de sécurité avec un auteur qui fait référence sur tous ces sujets, qui est Thibaut de Montbrial. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce grand entretien. Un certain nombre de nos auditeurs vous connaissent déjà, mais je vais quand même rappeler, puisque vous êtes un des meilleurs experts sur ces sujets, vous êtes essayiste, mais vous êtes avocat de profession. Vous êtes président fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et aussi, c'est assez rare dans le monde des experts, vous êtes quelqu'un aussi de terrain, puisque vous avez fait votre service, je crois, au sein du 6e RPIMA, Régiment parachutiste d'infanterie de marine. Absolument. Et vous êtes maintenant officier de la réserve opérationnelle, lieutenant-colonel de la gendarmerie. Absolument. Ce qui, je le dis pour nos auditeurs, est assez rare parce qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et je dirais ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir s'appuyer sur les deux expériences pour pouvoir traiter de sujets qui sont complexes. Alors, votre livre, publié aux éditions de l'Observatoire, il s'intitule « France, le choc ou la chute ». Je le montre pour nos auditeurs, mais il sera disponible, vous pourrez le retrouver via le lien en description de cette vidéo. Ce n'est pas votre premier ouvrage. Vous dressez, et c'est lié évidemment à l'actualité, je dirais, quotidienne et hebdomadaire des faits divers qu'on peut retrouver dans toute la presse française, un constat alarmant sur la situation sécuritaire en France. Ce constat, il a été dressé par d'autres auteurs. En première question, pourquoi avoir décidé d'en faire un livre maintenant ? Ce que j'ai trouvé intéressant dans le débat public, c'est que vous avez toute une partie de la classe politique, de la classe médiatique, du monde parisien, on va dire, qui donne l'impression, en dépit de ce qui m'apparaissait comme des évidences, d'opposer une sorte de déni à un phénomène que, en me déplaçant très régulièrement en province, j'ai senti monter de partout. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que les chiffres, les statistiques du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, mais aussi de l'Union européenne, qui sont des statistiques sur lesquelles je me fonde pour la partie chiffrée du livre, correspondent à ce que les Français, à ce que nos forces de l'ordre, à ce que nos concitoyens, à ce que nos élus locaux vivent sur le terrain. Avec le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, que j'ai donc créé en 2015, j'ai entamé depuis janvier 2024, donc ça fait 2 ans là aujourd'hui, un tour de France
Et j'ai fait, je vais ce jeudi au Havre, ce sera mon 37e déplacement. Donc j'avais fait une trentaine de déplacements quand je me suis dit, mais je vais faire une synthèse de la partie statistique et de la partie réelle vécue par les gens pour voir si ça correspond. Et sans aucune surprise, évidemment, ça ne correspond que trop. Et donc ce livre, c'est un mélange d'analyse macro, avec un peu de hauteur, et d'exemples de terrain, soit des choses que j'ai vécues moi-même, notamment comme sur le terrain avec la gendarmerie, avec des dialogues dans les voitures avec les gendarmes de terrain, des dialogues avec des officiers dans le cadre de journées de période que je fais, ce qui est super intéressant, parce que vous êtes à ce moment-là au contact et intégré en uniforme à des gens qui vivent cette réalité et qui sont vus dans les yeux des Français et des gens, par exemple quand on fait du contrôle routier, comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des policiers ou des gendarmes. Mais pour un type comme moi, c'est une expérience évidemment très précieuse. C'est également la vision qu'ont les élus locaux, la vision qu'ont tous les gens qui vivent dans les grandes, dans les moyennes, dans les petites villes et parfois dans les villages. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture qui est en gestation, mais qui est quand même beaucoup plus avancée, on m'en avait parlé, mais qui est beaucoup plus avancée que ce que je croyais, entre Paris et la province. Et la vraie France, c'est la province. La vraie France, c'est pas Paris. Mais Paris, c'est la France qui dirige. Et ce qui m'inquiète énormément pour l'évolution du pays, c'est pour ça que le titre du livre, c'est soit le choc, c'est le choc d'autorité, que j'ai théorisé, j'aurais dû le breveter, j'aurais gagné beaucoup d'argent, ça a été repris par énormément de politiques, mais personne ne l'a jamais fait. Le choc d'autorité, il est absolument indispensable qu'il arrive très vite, on va en parler, parce que sinon il y a un vrai risque de chute. La chute, elle sera la combinaison de l'aboutissement des nombreuses fractures françaises, les fractures économiques, territoriales, mais aussi ethniques, religieuses, avec cette perte de prise sur le réel que les élites parisiennes ont aujourd'hui. Alors vous connaissez beaucoup de politique, vous en voyez certainement régulièrement. Chez le premier d'entre eux, le président de la République, on a l'impression que soit ces questions ne l'intéressent pas, soit il ne croit pas au bilan et aux perspectives que vous dressez dans cette chute. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que c'est par une fin de mandat ? Est-ce que c'est parce que, comment dirais-je, le président est un peu isolé termine son deuxième quinquennat isolé dans une tour d'ivoire ? Et est-ce que, au-delà d'ailleurs de Macron et de son action ou de son inaction, il n'y a pas en France, comme dans un certain nombre de démocraties occidentales, un problème avec l'état de droit ou une certaine forme d'état de droit ? Alors, il y a deux grosses questions dans celles que vous posez. D'abord, sur le président de la République. Moi, je l'ai très peu rencontré et jamais en tête à tête. Mais j'ai rencontré énormément de gens, de ses proches, qui s'occupent des questions dont on parle. Donc, mon avis aujourd'hui est le suivant. Mon avis, c'est que je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi je ne comprends pas ? Qu'au départ, le candidat Emmanuel Macron et le jeune président nouvellement élu soient un homme qui avait peu de culture de ces sujets, c'est pas un reproche, c'est un fait. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il s'est très vite mis dans les sujets renseignement antiterrorisme, très vite. Il y a eu une loi en 2017 qui est une bonne loi, il y a eu une réorganisation des services de renseignement qui, sincèrement, était bien et a produit du résultat. Donc ça, c'est un bilan qui est positif. Mais alors sur le reste, sur la sécurité intérieure, sur la grande délinquance, sur la violence, sur tous les sujets qu'on vient d'aborder, comme on disait dans l'armée, c'est non vu, non observé. C'est-à-dire que c'est comme si toute cette réalité, dont par définition il était informé, puisqu'il a les notes, etc., il a des conseillers, enfin bon, il n'est pas... Quotidiennement. Mais quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Ça n'a jamais déclenché chez lui de prise de conscience telle que ça doive conduire à une action politique déterminée sur le sujet. Et je vais vous faire une petite confidence, parce que ça ne va pas révolutionner l'audience, mais c'est que moi, j'étais persuadé qu'après sa réélection, comme globalement Emmanuel Macron est un homme qui n'a aucune conviction sur rien,
il est pragmatique. Il a une forme de pragmatisme. Et j'étais persuadé que la sécurité allait être le moyen pour lui de reprendre la main après les débuts difficiles du deuxième quinquennat, après le fait qu'il n'ait pas eu de majorité absolue aux élections législatives de l'été 2022, etc. Et comme par ailleurs la situation s'est détériorée, on vient longuement d'en parler, je me suis dit que pour se refaire, il allait avoir un vrai tournant sécuritaire. Eh bien, il ne l'a pas eu. Et je vous avoue que c'est une interrogation que j'ai posée à un certain nombre de ses proches et que, sans trahir le secret des entretiens, tous les proches avec qui j'en ai parlé m'ont dit qu'ils partageaient la même interrogation. Pourtant, eux, ils en ont parlé directement avec lui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a une espèce de déni, mais de déni qui, quand c'est le déni de quelqu'un que ça n'intéresse pas et qui travaille et qui ne veut pas regarder les infos, etc., c'est une chose. Mais là, c'est le déni de quelqu'un qui est à la tête de l'État. Et qui est à la tête d'un État qui est dans une situation sécuritaire absolument catastrophique. Donc je ne m'explique pas. Je ne me l'explique pas. Voilà. Maintenant, votre question sur l'État de droit. Je crois qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Et on est sur des sujets passionnels, comme l'immigration aussi. Je fais le parallèle entre l'État de droit et l'immigration, pas du tout sur le fond. On pourra parler de l'immigration si vous voulez. Mais sur la façon d'aborder ces sujets. Pourquoi ? Instantanément, quand vous parlez de ces sujets, ça devient passionnel. Et les gens se situent immédiatement dans la sphère cervicale, qui est la sphère de l'affect. Alors qu'il faut rester rationnel. Et il faut rappeler les choses avec le calme des vieilles troupes. Qu'est-ce que c'est l'État de droit ? C'est un cadre qui permet à notre société de fonctionner avec un certain nombre de garanties et la préservation de valeurs fondamentales. Et ce cadre, il est extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il porte en lui un certain nombre de dispositifs légaux, donc qui font partie de l'état de droit, qui permettent d'agir dans des conditions dégradées. Vous avez l'état d'urgence, la loi de 55, qui a été mise en œuvre plusieurs fois, au moment le 14 novembre 2015, après la nuit tragique du 13 novembre, au moment de la crise sanitaire. Donc, l'état d'urgence, ça existe. C'est l'état de droit, l'état d'urgence. Pourtant, il y a une abolition des horaires de perquisition de nuit, un certain nombre de choses qui sont mises en place. Donc, ça existe, et c'est toujours l'état de droit. Ensuite, vous avez l'article 16 de la Constitution. Au cas où la continuité des institutions serait compromise, le président de la République, dans des conditions évidemment limitées, mais enfin quand même, en gros, pour faire court, a les pleins pouvoirs. Pendant 12 jours avant de présenter à un vote du Parlement. C'est énorme. Si on disait demain, on va avoir un président qui aura les pleins pouvoirs pendant 12 jours sans rien expliquer, il y a plein de gens qui diront c'est contraire à l'état de droit. Ben non, c'est dans la Constitution. Là où je veux en venir, c'est qu'une démocratie, elle a le droit de se défendre. Elle a même le devoir de se défendre. Elle a le devoir de se défendre. Là, on ne va pas mourir par crainte de prendre les moyens qu'il faut pour se guérir. C'est un truc qui est complètement surréaliste comme postulat philosophique. Donc il faut poser, à mon avis, les choses comme ça. Oui, l'état de droit, il faut le protéger, mais il porte en lui-même les moyens de se protéger. Et par ailleurs, il y a une dérive que moi je constate et que je condamne, c'est qu'aujourd'hui, le droit positif, donc l'état de droit c'est le cadre, le droit c'est ce qui remplit le cadre, qui n'est pas intangible, ce que l'homme a fait, ce que le Parlement a fait, le Parlement peut le défaire, il est aujourd'hui objectivement favorable, il est déséquilibré et il est objectivement favorable aux voyous. Et on est rentré plus largement dans une logique qui est une logique de primauté des droits individuels sur l'appartenance collective à une société. Et ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les minorités, y compris les minorités idéologiquement opposées à la démocratie, etc., se voient d'une certaine manière privilégiées par le fonctionnement général du système. Donc je pense que c'est là qu'il faut mettre un très sévère coup de correction, mais toujours dans le cadre de l'état de droit. Il faut changer l'eau qu'il y a dans le flacon, mais le flacon, il fonctionne très bien, et c'est l'état de droit. Mmh. Oui, ce qui est aussi édifiant, c'est que vous parliez des soirs de match, prenant l'exemple de l'équipe d'Algérie, etc. Les Français se sont habitués à ces dégradations, à ces soirs d'émeutes,
Alors ça choque les gens et puis évidemment les gens en parlent, mais on a l'impression qu'il y a une obligation d'accepter que finalement les politiques, en restant dans cette forme d'état de droit, disons avec le contenu, avec le cadre, mais avec un contenu qui n'est peut-être plus adapté, finalement qu'on impose aux Français je dirais, qui travaillent, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine ethnique, finalement, il lui est imposé une forme d'obligation de garder le silence, ou en tout cas dans des conversations privées, mais on ne lui donne pas la possibilité, on ne lui donne pas l'opportunité, je dirais, par un exercice qui est inexistant d'une politique qui soit plus efficace. En fait, les braves gens, les gens simples, les gens qui bossent, finalement, regardent ces dégradations, regardent cette arrivée vers la chute sans rien pouvoir faire, quoi. Alors, sauf qu'il y a une exaspération qui monte, on en parlait tout à l'heure, mais elle monte vraiment. Moi, je la mesure à chaque fois que je rencontre des gens sur le terrain, c'est-à-dire globalement plusieurs fois par semaine. Ça, c'est un fait. Mais en même temps, j'aime pas cette expression, mais le fait est qu'elle s'impose. Parfois, oui. En même temps, là, elle s'impose. Pour le gars qui bosse, pour reprendre l'exemple que vous venez très justement de donner, le gars qui bosse, il gueule, mais le matin à 6h30, il se réveille, puis il va bosser, puis le soir, il est fatigué, il rentre, etc. Donc, il râle, il gueule, etc. Mais à part voter, qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est là-dessus qu'il y a le déni de ce que j'appelle la superstructure, pour emprunter un instant à Marx dans le vocabulaire. Donc les 500 000 personnes à Paris qui globalement, dans la sphère politique, économique, médiatique, etc., sont la sphère un peu dirigeante du pays. Il y en a qui sont dans le déni, on en a parlé tout à l'heure. Déni, ok, on se rend bon, non, c'est exagéré, vous ne vous rendez pas compte, etc. Depuis les arrière-cours protégés du 7e arrondissement, évidemment, c'est plus facile. Et puis vous en avez ça c'est plus pervers, vous en avez qui ont compris, mais qui se disent, oulala, ça tiendra bien encore 5 minutes, et en tout cas, tant que c'est nous aux manettes, au pouvoir, etc., il faut que ça tienne, 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 sans avoir le courage de prendre les mesures qui seront des mesures difficiles sur le court terme, mais très bénéfiques sur le moyen et le long terme, qui permettraient peut-être de corriger la trajectoire, mais au prix d'un peu de casse initiale qui sera de toute façon inévitable. Et ça c'est la lâcheté. Vous voyez, il y a le déni, et puis il y a la lâcheté. Et c'est la combinaison des deux qui est terrible. Et c'est pour ça que moi, je porte l'espérance de pouvoir faire partie et d'agir en ce sens avec d'autres, évidemment. Mais je suis dans une logique d'action, clairement. De porter un programme politique qui permettra un changement de trajectoire. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit possible sans qu'il y ait d'abord un grand fracas initial que nous subissions. Soit on devient proactif, moi j'ai toujours pensé que c'était ce qui était de mieux dans la vie, mais si ça arrive, à ce moment-là, il faudra réagir. Et je soupçonne, personne ne me l'a jamais dit clairement, mais je soupçonne beaucoup de gens qui sont au pouvoir au sens large, de se dire, si on essaye de remettre les choses d'aplomb, ça va créer des frottements tels que ça va nous péter à la gueule. Donc, il vaut mieux attendre que ça pète par réaction, compte tenu de tout ce dont on a déjà parlé et qui fait que ça ne peut que péter si on ne fait rien. Et puis comme ça, on gérera le problème une fois qu'il arrivera. Je pense qu'il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça. Personne ne me l'a jamais dit aussi directement. Mais c'est quand même quelque chose que je sens. Mais nos concitoyens le sentent aussi. Et ils ne le supportent pas. Dans tous les sujets que vous abordez dans l'ouvrage, c'est les sujets sécuritaires, notamment, sont les otages d'un certain nombre de radicalités qui procèdent par amalgame. Alors d'un côté, vous avez les Blancs qui sont coupables de tout, les Français qui sont coupables de tout, la France qui est coupable de tout. De l'autre côté, vous avez une autre forme d'amalgame qui consiste à expliquer que les immigrés, les musulmans sont aussi quasiment tous des terroristes en puissance. Des radicalités comme ça, des communautés qui s'opposent, qui aussi donnent une vision extrêmement déformée de la réalité. Oui.
et qui rendent peut-être, puisque quelque part votre ouvrage est très politique, qui rendent difficile ou difficilement explicable ou difficilement concevable une petite ligne de crête qui amène finalement, je dirais, non seulement à éviter la chute, mais aussi peut-être à enfin trouver une voie de redressement. J'aime beaucoup votre expression de la ligne de crête, parce que c'est exactement ça. Un des périls mortels qui nous menacent, ce sont les essentialisations. C'est-à-dire que chacun soit renvoyé à un camp simplement parce qu'il est. Et une des erreurs que font beaucoup de gens sur l'aile qui va du centre jusqu'à toute la droite, c'est de ne pas prendre le temps de plus s'adresser à ceux de nos compatriotes qui sont d'origine immigrée à moins de 3 générations, et en particulier à ceux qui sont de religion musulmane. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout ce dont on parle, tous ces... en l'occurrence, si on parle de l'islamisme, ces idéologues qui sont dans une logique de conquête, on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui, mais j'en parle souvent et d'autres en parlent aussi, donc je considère ce point comme étant à la fois acquis et extrêmement dangereux. Mais si on ne va pas au bout de la logique en disant que pour autant, puisque le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger sa population, d'abord il faut protéger les plus faibles. La sécurité, c'est quasiment un programme social, si on va au bout de la logique. Il faut protéger les plus faibles en premier. Parmi les plus faibles, vous avez ceux qui sont le plus exposés, et ceux qui sont issus de l'immigration, et en particulier qui pratiquent le culte musulman dans le respect des valeurs françaises républicaines et de la laïcité, et qui, pour faire court, pardon de l'expression, mais qui n'emmerdent personne, ces gens-là, il faut leur tendre la main. Parce que si on ne leur tend pas la main, il va se passer comme conséquence leur renvoi global et essentialisé dans le camp, c'est ce qu'essaye de faire l'extrême gauche et c'est ce qu'essayent de faire les islamistes, c'est de leur dire, vous êtes d'origine arabo-musulmane, vous êtes de religion musulmane, donc en fait, vous êtes des traîtres à votre cause si vous vous intégrez en France. Moi, j'ai défendu comme avocat la syndicaliste policière Linda Kebab, que vous connaissez peut-être, qui est une femme franco-algérienne, remarquable, et elle s'était fait traiter d'arabe de service par un triste individu qui s'appelle Taha Bouaf, qui est une espèce de militant LFiste franco-algérien, qui était un type qui n'est pas brillant. Bon. On a gagné, elle a fait condamner, nous avons fait condamner Taha Bouaf pour injure raciale. Pourquoi ? Parce que quand il dit, et quand d'autres disent, parce que c'est un discours qu'on voit quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux, que quelqu'un qui est d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, quelqu'un qui est musulman, n'a pas sa place et n'a pas le droit d'être français parce qu'il faut qu'il serait un traître à ses origines, mais ça casse tout ce qui fonde la République française. Être français, il y a des conditions juridiques, mais l'état d'esprit, c'est adhérer à des valeurs et à un mode de vie. Parce que dans les valeurs, mais et à un mode de vie. C'est ça qui est super important. Mais tous les gens qui sont français ou sont étrangers dans des conditions régulières, qui bossent, qui payent des impôts et qui respectent nos modes de vie, ils ont parfaitement le droit d'être en France. Et heureusement. Et il faut les protéger. C'est pour ça que l'essentialisation, c'est un drame absolu. Et c'est pour ça aussi que je pense que les politiques devraient beaucoup plus parler à cette partie des gens qui sont en fait pris entre le marteau et l'enclume. Et il faut absolument que nous leur tendions la main pour que, dès lors qu'ils respectent nos règles et notre mode de vie, ils se sentent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des citoyens français à part entière. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et il y a là vraiment un des facteurs qui peut empêcher que nous ayons une chute. Et pour élargir mon propos, et ça c'est vraiment fondamental, on a parlé depuis, je sais pas, c'est peut-être une petite heure qu'on parle, de sécurité, au sens large. Bon. Mais je pense, moi, qu'il faut un choc, etc., des mesures. Bon. Mais ça fait rêver personne. Ce que je dis là, c'est pas un programme politique à terme, c'est juste un préalable. Il faut reprendre la main. Il faut que la peur change de camp, que la dynamique ne soit plus une dynamique de défiance, mais une dynamique de confiance, et de confiance dans la capacité de l'État de protéger les gens. Mais
ça, d'abord, ça va être un peu compliqué au début, pas très agréable, mais ce n'est pas un programme en soi. C'est pour rendre possible que cette situation catastrophique étant en phase d'être réparée, on reconstruise une nation qui fonctionne. Et pour reconstruire une nation qui fonctionne, c'est l'éducation et la culture. Et l'éducation et la culture, ça passe par abandonner la haine de soi et être capable sereinement, sans agressivité envers personne, mais non seulement de se souvenir, mais surtout de dire, et en particulier de dire aux plus jeunes qui n'en ont plus aucune idée, qu'est-ce que c'est que la France ? Qu'est-ce que c'est que la France ? La France, c'est un pays millénaire, aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, où on a le droit d'aimer qui on veut, où on a le droit de croire, de ne pas croire, où les femmes sont libres. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Il y a des héros français. Ernest Renan disait « La France est un héritage de gloire et de regrets ». C'est formidable. Assumons la gloire, mais assumons aussi les regrets. Bien sûr qu'il y a eu des conneries dans l'histoire de France, des erreurs dans la vie d'un homme. Est-ce qu'il n'y en a pas eu à l'âge qu'on a, vous et moi ? Bien sûr que si on y pense, il y a eu des mauvais choix, il y a des moments, des trucs, on n'est pas très fiers. Un pays, c'est pareil. Mais il faut être capable d'en parler sans passion. Et la passion, il faut la mettre dans la gloire. Il faut donner envie aux jeunes, et en particulier aux jeunes Français ou aux jeunes qui sont étrangers, et qui sont nés en France et qui viennent en France et qui découvrent notre pays et qui l'aiment et qui ont envie d'en faire partie, quelle que soit leur couleur de peau ou la religion, parce que franchement, ce n'est pas le sujet. Mais il faut leur donner envie d'être français en leur expliquant la gloire, en leur expliquant ce que c'est que l'art de vivre, le beau, le vrai. Et ça, c'est enthousiasmant. Mais il faut qu'on arrête d'être individualiste, consumériste, replié sur nous-mêmes, communautariste d'ailleurs. Ou communautariste. Quelle que soit la communauté. Bien sûr, parce que bien sûr. C'est souvent ce qui empêche les gens de se parler et puis de se comprendre. Et vous avez raison. Et l'un des risques qui nous menace à moyen terme, c'est qu'on ait des organisations de vie repliées, quartier par quartier, en se regardant en chien de faïence. Gérard Collomb, quand il a quitté la place Beauvau en 2018, avait dit « Nous étions côte à côte, j'ai peur que nous finissions face à face ». Lui, il parlait d'un affrontement, qui est un vrai risque, on en a beaucoup parlé. Mais il faut tout faire pour l'éviter, mais il faut aussi le faire pour éviter qu'on arrive à une libanisation au sens des années 70 de la France, qui d'ailleurs finira inéluctablement dans ce cas-là en affrontement. Et pour ça, ça passe par tendre la main à tous ceux qui respectent la règle et nos modes de vie, j'insiste, parce que le mode de vie, c'est pas que la règle. Faire dégager les autres s'ils ne sont pas français, donc durcir les règles d'accès à la nationalité française, pour éviter que ne deviennent français des gens qui n'épousent pas cette adhésion. Et pour le reste, recréer un sentiment d'appartenance, mais au sens noble, pas au sens identitaire fermé, mais au sens noble. Qu'est-ce que c'est d'être français ? Et d'expliquer tout ça. Et en 20 ans, on peut faire... ça peut, alors c'est peut-être utopique, mais il faut une forme d'utopie dans l'engagement. On peut recréer une dynamique qui peut être une dynamique formidable. Mais pour ça, il faut commencer par protéger les gens. Je m'arrête un instant sur nos compatriotes de confession musulmane, parce que vous preniez l'exemple tout à l'heure de l'extrême gauche avec votre cliente Linda Kebab. On a l'impression que souvent, ils sont soit on les fait passer, on les accuse d'être des traîtres, ce qui était le cas de votre cliente, soit on les accuse d'être tous des terroristes en puissance, oui, et d'être en fait des clandestins débarqués par bateau ou à Vintimille par le train il y a quelques semaines. C'est peut-être... est-ce que cette prise d'otage, finalement, d'un côté comme de l'autre, n'est pas aussi un des dangers, un des défis contemporains ? Parce que faut dire que la majorité, quand même, d'abord, on parlait des émeutes tout à l'heure, 2023, dans beaucoup de ces cités ou de ces villes dans lesquelles il y a eu des dégradations extrêmement graves, en général, c'était peut-être des cousins, c'était de la famille des émeutiers qui étaient visés, qui ont subi des dégradations, etc. C'est le cadre public, l'environnement, les écoles, les arrêts de bus, etc. Ce sont ces gens-là qui ont payé ça. Et puis aussi, ça doit paraître aussi, je dirais, très blessant, et en tout cas, ça ne participe pas à comment dirais-je,
participation à la vie nationale alors qu'on bosse, qu'on a des enfants, que souvent les enfants sont scolarisés dans le privé, dans des écoles catholiques pour éviter le wokisme, etc. Pour cette majorité silencieuse aussi qui bosse, qui paye des impôts, etc., c'est aussi une forme de poussée vers la... Si ce n'est pas la radicalisation, au moins vers l'exclusion, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et je vous répète bien volontiers, que le piège absolu, c'est l'essentialisation. Et qu'il faut tendre la main, et il faut tendre la main, mais pas tendre la main en victimisant et en se disant on va faire que du social. Parce que ça n'a pas marché. Donc il faut faire beaucoup plus. Il faut demander aux gens d'être les acteurs de leur citoyenneté, mais en les aidant et en y mettant de l'enthousiasme. Et c'est vraiment super important. Ça passe aussi par un point que j'évoque dans le livre, mais qui est qu'il faut aussi qu'on ait des exemples parmi les membres de cette communauté. Et il y a un truc qui est très intéressant pour finir, c'est que les jeunes écoutent-ils aujourd'hui ? Les jeunes, ils n'écoutent pas les intellos. Les jeunes, ils écoutent les influenceurs, les sportifs et les artistes. Et moi, je regrette qu'aujourd'hui, la tendance chez pas tous, je ne veux pas tomber à mon tour dans le piège de l'essentialisation que je dénonce, mais il y a beaucoup de gens qui sont des leaders d'opinion, malgré eux même parfois. Parfois, ils en sont pour de vrai, hein, les influenceurs. Mais les joueurs de foot qui sont écoutés par les jeunes et qui prennent sur les réseaux sociaux des positions objectivement absurdes parce qu'ils sont mal conseillés ou parce qu'ils réagissent avec une émotion mal digérée et qui viennent abonder toute cette fracture et ce qui vient fracturer encore un peu plus notre société au lieu de le protéger. Et moi, c'est quelque chose que je regrette. J'espère pouvoir un jour contribuer vraiment avec quelques-uns d'entre eux à retourner cette dynamique. Mais c'est vrai que le projet de restauration d'une unité de notre nation autour de ces valeurs fondamentales dont j'ai évoqué certaines tout à l'heure, n'est pas aidé par certains tweets de joueurs de l'équipe de France de foot, par exemple, ce qui est dommage. Oui, qui ont des positionnements ouvertement communautaristes, d'ailleurs. Voilà. Ce qui est plus que dommage. Je dis c'est dommage, mais en fait, c'est très dommage. Et il faut arrêter de me répondre « Ouais, mais un joueur de foot, c'est pas son rôle. » Si c'est pas son rôle, moi je suis d'accord. Ok, c'est pas son rôle. Mais à ce moment-là, il ne s'exprime pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais s'il s'exprime, il faut qu'il ait conscience de l'impact sociétal de ce qu'il dit. Et là, faut pas. Souvent, c'est fait par provocation et puis par désir communautariste. Bah oui, mais du coup, ça participe de ce qu'on dénonçait l'un et l'autre dans les 10 dernières minutes de notre entretien. Est-ce que comme il n'y a pas de sentiment d'appartenance nationale, il y a finalement, pour beaucoup, il y a une nationalité qui correspond en fait à la possibilité de travailler, de gagner de l'argent qu'on ne gagnerait pas dans le pays de ses ancêtres. Et puis, en fait, c'est la société de consommation à l'américaine. En fait, on est dans du communautarisme pur et dur. Et ça, il faut le combattre parce que c'est d'abord, c'est la disparition de la société française telle qu'elle existe depuis des décennies. Et surtout, c'est le prélude inéluctable à un affrontement. Parce que ça n'a jamais existé dans l'histoire de France, et en tout cas contemporaine, et ça ne peut pas marcher par définition d'avoir différentes communautés qui se regardent les unes les autres. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'histoire avec un grand H, c'est une histoire de rapport de force et de territoire. Donc si on rentre dans cette logique, en se disant comme ça on va avoir une espèce de paix où chacun vivra chez soi, ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais derrière, il y a forcément une des communautés qui va vouloir aller conquérir l'autre. Et à ce moment-là, inéluctablement, c'est même pas que ça finira en affrontement, c'est que là, pour le coup, ça finira vraiment en guerre. Donc, si on accepte la dérive de la société vers un communautarisme sur les bases dont on est en train de parler, il est certain que ça se terminera dans la grande violence. À l'américaine Oui, mais sauf qu'on n'a pas la culture. Aux États-Unis, vous avez des quartiers ils ont toujours eu l'habitude de faire ça. Vous avez le quartier chinois, le quartier italien, le quartier portugais, etc., etc. Et tout ce petit monde cohabite à peu près
parce que le sentiment d'appartenance aux États-Unis, en fait, vous avez les communautés et c'est au-dessus. Mais en France, ça n'a jamais été construit comme ça. C'est pas la culture française. Oui. Et la logique d'un communautarisme tel que celui dont on est en train de parler, c'est pas un communautarisme, alors plus ou moins apaisé, parce qu'on va pas se lancer sur les États-Unis, mais c'est quand même moins apaisé qu'avant. Mais ça a longtemps été un communautarisme apaisé. Les Anglais aussi ont tenté le communautarisme, et puis c'est en train de leur sauter à la figure. Nous, c'est pas notre culture. Et si on a un communautarisme qui se met en place sur de mauvaises bases, pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pour des raisons de rejet, non pas pour des raisons de proximité, chacun tranquille, ou de lâcheté, mais de rejet, ou de lâcheté, mais donc fondé sur le rejet les uns des autres, inéluctablement, ça se terminera en affrontement. C'est le piège absolu. Alors ma dernière question, elle est née justement, elle est liée à ce choc dont vous parlez. Est-ce que pour trouver des solutions, pour impulser une nouvelle politique, il ne faudrait pas aussi qu'il y ait... Il y a les problèmes de la base dont on a parlé, puis il y a les problèmes liés aux élites, notamment aux dirigeants politiques. Est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi quelque part à changer aussi de dirigeant politique? Parce que pour être respecté, il faut être soi-même respectable, et pour être respectable, il faut être capable, ce dont vous parliez il y a un instant, eh bien de remettre certaines valeurs au premier plan, certaines valeurs éthiques, certaines valeurs morales, le patriotisme, être capable de montrer l'exemple aussi. On a une génération politique où en fait souvent la politique était considérée comme un métier à part entière, et finalement par nécessité professionnelle et pécuniaire et aussi par ego, par goût de se montrer, de passer devant la caméra, et des politiques qui ont renoncé ou qui ont fait preuve de lâcheté, qui n'ont pas traité les problèmes, qui ont préféré regarder dans l'autre direction. Est-ce que pour ce choc qui éviterait la chute, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on ait peut-être une nouvelle classe de dirigeants politiques, plus désintéressés, en tout cas plus intéressés par le drapeau français, j'allais dire? La question de la classe politique, elle est absolument cruciale. Lors de ma presque quarantaine maintenant de déplacements depuis 2 ans, elle est abordée lors des questions, des échanges avec les uns et les autres, elle est abordée à chaque fois. Moi maintenant j'ai une phrase qui résume, que j'ai entendue telle quelle plusieurs fois, et sinon sous d'autres variantes, que j'adopte maintenant pour le résumer, c'est que les gens me disent « ce n'est pas ceux qui nous ont rendus malades qui vont nous guérir ». Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à chaque fois, à chaque moment de l'histoire de France où il y a eu une crise aiguë, il s'est passé un renouvellement rapide de la classe politique, avec quelques-uns qui sont restés, parce que apparent émergence de gens de la société civile et montée d'élus locaux. Moi, je suis absolument convaincu que c'est ce qui va se passer, et que pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire ne pas être lié au désastre et à la lâcheté et au déni passé, avoir une expérience, une réelle connaissance des sujets, être dans une logique de désintérêt, s'inscrire dans un parcours de patriotisme, mais pas d'incantation, qu'on puisse étayer sur 10, 15, 20, 30 ans de vie professionnelle et personnelle. Il y a une attente très forte, et je pense, moi, qu'il va y avoir un renouvellement assez rapide après les municipales des équilibres et des personnalités politiques, mais il faut avoir conscience que le monde politique actuel se protège, c'est-à-dire qu'il est dans une logique défensive et il essaye de s'opposer à des émergences. C'est vrai aussi bien à droite qu'à gauche, où c'est compliqué dans les deux cas. Je pense qu'il y a une énorme attente, et je pense que, compte tenu, en fonction notamment des événements, et s'il y a des événements graves, on peut avoir des changements extrêmement rapides, et que la ligne de départ de l'élection présidentielle de 2027 ne sera pas forcément celle à laquelle tous les gens qui regardent la politique de près pensent et sur laquelle ils débattent jour après jour. Thibault de Montbrial, merci pour cet entretien passionnant. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouvel entretien. En attendant, chers auditeurs, je vous recommande de vous procurer
le dernier ouvrage, France, le choc ou la chute, pour un retour de l'autorité aux éditions de l'Observatoire. On met, évidemment, il est disponible en librairie, mais on met le lien Amazon en description de cette vidéo. Analyse, bilan, perspective sur l'avenir de la France, traité de manière magistrale. Et donc, ce livre est une nécessité, est un livre de salut public. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube.